der, obligadio raseo besaamo, irio en orient, d'agogeal de Boiwerton. Alors je remercie très sincèrement l'UBP et MGO en Orient pour leur invitation. Alors je vous préviens, j'ai appris que juste avant moi il y avait eu une conférence sur l'intelligence artificielle et bon, moi je ferai ma conférence à l'ancienne, sans animation numérique et même sans image, voilà, avec papier et crayon. Je suis vraiment ravie de disposer de ce temps pour évoquer avec vous la situation d'un pays qui m'est très cher et un pays dont le nom résonne de manière singulière dans l'imaginaire collectif breton. Ce pays, c'est l'Irlande, cela a été dit. Ce nom de l'Irlande fait affleurer des images de paysages de montagnes verdoyantes et spongieuses, de roches rugueuses et de tourbières à la beauté poignante. Des paysages bercés par l'océan Atlantique, ou plutôt, c'est le cas cet été, abondamment arrosés et battus par cet océan qui nous relie. Et le mot d'Irlande convoque aussi les inflexions familières, pour nous Bretons, d'une tradition musicale formidablement vivace et captivante, célébrée ces jours-ci dans les rues et dans les cafés de l'Orient, puisque cette tradition musicale est à l'honneur de cette 52e édition du Festival interceltique. Mais le nom de l'Irlande recouvre également une complexité historique et politique qui charrie des drames et des blessures dont certaines sont encore à vif. Car vous le savez, mais il convient de le rappeler en préalable, l'île d'Irlande est un territoire fracturé qui comprend d'une part un État souverain que les Irlandais appellent tout simplement l'Irlande, Ireland ou Éire en gaélique, et que les Britanniques désignent plutôt comme la République d'Irlande ou le Sud, bien qu'il inclue en réalité l'essentiel de l'île. Et d'autre part, nous avons l'Irlande du Nord, Northern Ireland, laquelle est considérée dans l'ordre constitutionnel britannique comme l'une des 4 nations constitutives du Royaume-Uni, recouvrant 6 des 9 comtés de l'antique province d'Ulster. Alors je m'arrête un instant sur ces précisions sémantiques car elles sont importantes pour la compréhension de la suite de mon exposé. J'y évoquerai beaucoup l'Union, à ne pas confondre avec l'Union européenne, pour désigner l'assemblage des 4 nations, c'est ainsi que les conçoivent les Britanniques, des nations donc anglaises, écossaises, irlandaises du Nord et galloises, qui constituent au sens juridique du terme le Royaume-Uni. Et c'est à la permanence de cette union que ceux des habitants de l'Irlande du Nord que l'on appelle les unionistes sont viscéralement attachés, alors qu'une autre partie de la population de l'Irlande du Nord, représentée politiquement par le courant dit nationaliste ou républicain, aspire quant à elle à sortir de cette union et à réintégrer le Nord au sein d'une Irlande souveraine et réunifiée. C'est donc cette complexité que la décision britannique d'activer l'article 50 du traité sur l'Union européenne est venue mettre au jour et tendre à l'extrême, en donnant un regain d'acuité à la problématique douloureuse de la partition de l'Irlande et en ravivant de manière spectaculaire les antagonismes entre ceux qui n'envisagent pas d'avenir hors de la couronne britannique, les unionistes, essentiellement protestants, et ceux dont l'horizon politique est la réunification de l'île, les nationalistes, qui sont majoritairement de tradition catholique. C'est ainsi que la question de la frontière irlandaise s'est imposée comme le nœud gordien du Brexit. En effet, le retrait britannique nécessite, bien évidemment, l'établissement d'une nouvelle frontière externe entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. S'il ne s'était agi que de l'île de Grande-Bretagne, la question eût été relativement simple. Mais les circonstances particulières de l'Irlande du Nord ont radicalement changé la nature du problème, avivant le spectre d'une résurgence de la frontière terrestre entre le nord et le sud de l'île d'Irlande, en contradiction totale avec le processus de paix amorcé depuis la signature du Good Friday Agreement, en français l'accord du Vendredi Saint, qu'on appelle aussi l'accord de Belfast, en 1998. Ainsi donc, 7 ans après le référendum du 23 juin 2016, déjà 7 ans, c'est passé vite, au terme d'innombrables rounds de négociations entre Bruxelles, Londres et Dublin,
sans parler des moult changements de locataires à Downing Street. Et alors que le nouveau cadre des relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne est désormais sur les rails, la résolution finale de l'équation frontalière irlandaise reste quant à elle en suspens. Suspendue, plus précisément, à l'opposition frontale et opiniâtre du principal parti unioniste, le DUP, le Democratic Unionist Party, fondé par feu le prédicateur presbytérien Ian Paisley. Je reviendrai sur les termes précis de cette équation frontalière, équation ou quadrature cercle, parce que ce qui est acceptable pour les uns est inacceptable pour les autres et inversement. Mais avant d'en arriver là, il est nécessaire d'en passer par l'histoire, afin de mieux saisir les soubassements de cet imbroglio frontalier et du débat afférent sur la réunification irlandaise. Je vous propose donc une réflexion en 3 temps. D'abord, un excursus historique, forcément stylisé et parcellaire, mais nous pourrons revenir sur certains éléments en fin de conférence si vous le souhaitez. Puis, j'en viendrai aux principales conséquences du Brexit pour l'Irlande dans son ensemble et pour l'Irlande du Nord en particulier, et aux 2 scénarios frontaliers qui en ont découlé. Et enfin, je vous livrerai quelques réflexions sur la manière dont le coup de tonnerre du Brexit a rebattu les cartes, dans tous les sens du terme, ouvrant des perspectives inattendues pour la réunification de l'Irlande. Alors, je vais commencer mon excursus historique par une citation extraite du Border Diary, donc les chroniques frontalières de Shane Connington, qui fait bien apercevoir le réseau de corrélations profondes, tant politiques, démographiques que culturelles et religieuses, qui sous-tend l'histoire de ce qu'on a pudiquement appelé les troubles en Irlande du Nord. Je cite. « C'est étrange, cette propension que nous avons de dire qu'une bombe a été plantée, comme s'il s'agissait d'un légume. L'Ulster a été transformé en plantation protestante au XVIIe siècle. Et pour cette raison, on y plante des bombes au XXe siècle. En ces terres frontalières, les mots sont à double tranchant. » Fin de citation. Et en effet, le conflit qui a déchiré l'Irlande du Nord pendant les 3 dernières décennies du XXe siècle fait fond sur la partition de l'Irlande, qui a été mise en œuvre au lendemain de la guerre d'indépendance irlandaise, la guerre d'indépendance qui a duré de 1919 à 1921. Et cette partition a été établie pour assurer le maintien au sein du Royaume-Uni de la partie nord-est de l'île, peuplée d'une majorité de protestants qui étaient violemment hostiles à la perspective d'une intégration dans le jeune État irlandais. Jeune État irlandais, donc, qui vient de fêter, en tout cas dans sa version contemporaine, son premier centenaire. Et il faut se souvenir que ces unionistes, qui s'étaient constitués en un mouvement politique structuré en réaction au premier projet de loi sur l'autonomie irlandaise, le Home Rule Bill, présenté par Gladstone en 1886, étaient pour la plupart les descendants des planteurs, des colons, des planteurs, des gens qui ont colonisé la terre, amenés d'Angleterre et d'Écosse, les Bretons l'oublient parfois, pour coloniser l'Ulster dans la foulée de l'union des couronnes réalisée par Jacques Ier en 1603, et dans la foulée aussi de la fuite des grands chefs de clan de l'ancienne aristocratie gaélique 4 ans plus tard, en 1907, épisode qui est connu dans l'histoire irlandaise comme The Flight of the Earls, après la grande défaite de la bataille de Kinsale. Le nord-est de l'Irlande a donc été construit comme une sorte de marche culturelle, fruit du double phénomène de la conquête et de la réforme protestante, avec des ramifications qui expliquent l'acte de partition de l'Irlande opéré au début du XXe siècle. Et quand j'insiste sur ce double phénomène de conquête et de réforme, parce qu'il y a eu d'autres vagues de conquête de l'Irlande, notamment au Moyen-Âge par les Anglo-Normands, donc qui sont d'abord venus de Normandie, de France, établis en Angleterre, et puis, mais cette élite guerrière anglo-normande, catholique, s'est fondue dans la société gaélique, alors qu'avec la conquête de 1603, avec le départ des chefs gaéliques, et donc l'effondrement de la société clanique traditionnelle irlandaise, puis avec la conquête de Cromwell, et puis bon, pour finir le désastre de la bataille du Boyne, on a là des ingrédients d'une conquête qui a été aussi
dès le départ, une forme de mise en œuvre d'une discrimination vis-à-vis de la population irlandaise autochtone. Donc cette partition de l'Irlande, elle est l'une des grandes charnières de l'histoire politique irlandaise. C'est la controverse qui a fait basculer le tout jeune État libre d'Irlande dans la guerre civile, au lendemain de son indépendance. Donc la guerre civile qui, elle, a duré de 1922 à 1923. Et cette partition, c'est aussi la ligne de fracture fondatrice entre les deux principales forces politiques de la République d'Irlande depuis sa fondation, et toujours aujourd'hui, même si je parlerai du Sinn Féin. Et ces deux forces politiques, ce sont d'une part le Fine Gael, qui était favorable au traité anglo-irlandais qui mit fin à la guerre d'indépendance en acceptant l'existence d'une entité nord-irlandaise distincte, et d'autre part le Fianna Fáil de Eamon de Valera, qui a longtemps été hostile au traité. Mais la partition de l'Irlande a également été un problème central du jeu politique britannique. Bien avant la signature du traité anglo-irlandais de décembre 1921, la question irlandaise, ce qu'on appelait the Irish Question, dans les débats politiques et dans les journaux britanniques de l'époque, avait émergé comme une force perturbatrice majeure au Parlement de Westminster, avec des crises successives autour du serpent de mer de la question de l'autodétermination irlandaise, the Irish Home Rule. En 1886, 1893, 1912 et 1921. Et ces crises successives n'ont pas seulement vu s'affronter libéraux et conservateurs, mais elles ont aussi creusé des divisions très amères au sein du Parti libéral. Et au début des années 1910, le gouvernement britannique était en fait en passe de perdre le contrôle de la situation irlandaise, faisant face non seulement à des infiltrations clandestines d'armes orchestrées par les unionistes de l'Ulster Volunteer Force, qui eux étaient prêts à en découdre militairement pour empêcher toute instauration d'un parlement irlandais. D'autre part, il y avait aussi des infiltrations d'armes opérées par les éléments séparatistes des Irish Volunteers, donc les nationalistes, mais les autorités britanniques faisaient également face à la réticence d'une bonne partie du corps d'officiers de sa propre armée à contrecarrer les préparatifs insurrectionnels des unionistes d'Irlande du Nord. Et de fait, les historiens s'accordent pour estimer qu'une guerre civile entre unionistes et nationalistes ne fut évitée que par le basculement de l'Europe dans la Première Guerre mondiale à l'automne 1914. Une guerre qui prêta aux martyrs de la 36e division d'Ulster, c'est-à-dire que les volontaires paramilitaires unionistes se sont engagés en bloc dans cette 36e, enfin ont été recrutés en bloc dans cette 36e division qui a été massacrée sur les champs de bataille de la Somme en juillet 2016. Et ce massacre a donné à ce sacrifice des unionistes le statut d'une arche d'alliance et de chair. On parle la langue protestante des guerres de religion dans cette région. Donc on parle beaucoup de cette arche d'alliance entre les unionistes et l'Empire à l'époque, aujourd'hui le Royaume. Donc le statut d'une arche d'alliance de chair et de sang qui a scellé encore plus étroitement la loyauté des protestants du Nord à l'Empire britannique. L'éclipse provoquée par la guerre des tensions internes à l'Irlande du Nord ne fut néanmoins que de courte durée. Et selon le mot fameux de Churchill, alors que le déluge reflue et que les eaux se retirent, on voit de nouveau poindre les mornes clochers des comtés de Fermanagh et de Tyrone. Et en effet, la division de l'Irlande opérée au lendemain de la Première Guerre mondiale et de la guerre d'indépendance irlandaise n'a pas résolu les problèmes du Nord. L'érection d'une frontière entre les deux parties de l'île a permis tout au plus de gagner un demi-siècle de relative tranquillité. Là, je ne parle pas de la guerre civile irlandaise, bien sûr, avant que les défaillances intrinsèques de cette partition ne reviennent hanter la politique britannique et les relations entre Londres et Dublin. Les défauts les plus intolérables du système nord-irlandais tel qu'il a fonctionné entre 1921 et 1972, j'y insiste, 1972, on pense souvent au Royaume-Uni comme à une grande démocratie. En 1972, dans la partie nord-irlandaise du Royaume-Uni, il n'y avait pas de suffrage universel. Donc ce système tel qu'il a fonctionné entre 21 et 72 était très dysfonctionnel et ça tenait à des mécanismes de discrimination qui étaient mis en œuvre aux dépens des catholiques, notamment en matière d'emploi et de logement,
ainsi qu'à l'existence d'une forme de suffrage censitaire qui privait de représentation aux élections locales un nombre disproportionné de ces catholiques. Et la raison d'être de ce système, c'était tout simplement de garantir que le Nord soit et reste un État gouverné par les protestants pour les protestants. Et le principal parti unioniste d'Ulster à cette époque, le UUP, Ulster Unionist Party, ne se contenta pas de régner sans interruption sur le Parlement nord-irlandais de Stormont pendant 5 décennies. Il établit aussi, et c'est important pour comprendre aussi les relations aujourd'hui entre unionistes et conservateurs, donc il établit à cette époque un vrai pouvoir d'influence au Parlement central de Westminster, faisant souvent bénéficier les Tories, les conservateurs, d'un apport de 10 à 12 voix, jusqu'à ce que cette alliance connût sa première rupture en 1973, lorsque les campagnes donc au moment de l'explosion de la violence et des campagnes de l'IRA, qui a fait que les Britanniques ont suspendu le Parlement de Stormont, donc le Parlement nord-irlandais, et imposé une administration directe par Londres, et puis l'armée est entrée en Irlande du Nord. Enfin, vous avez sans doute des images de ces événements. Et à contrario, alors qu'on a des unionistes très présents à Westminster, à contrario, bien que les représentants de quelques partis nationalistes, je pense notamment à ceux du SDLP, sous le leadership de l'influent John Hume, aient, au fil des années, pris leur siège à Westminster, le parti qui, aujourd'hui, est devenu la principale force nationaliste en Irlande du Nord, le Sinn Féin, s'en est tenu, lui, depuis 1918, à une stricte politique d'abstention. C'est-à-dire que les députés élus de Sinn Féin ne siègent pas à Westminster, et cela pour signifier leur fidélité au principe de l'indivisibilité des 32 comtés que compte l'Irlande et au droit à l'autodétermination du peuple irlandais dans son ensemble. Alors ces aspirations politiques contradictoires, ainsi que le legs de plusieurs siècles de violences sectaires et d'inégalités structurelles, constituent l'arrière-fond des troubles qui ont déchiré l'Irlande entre 1968 et 1998. Date, je l'ai déjà dit, de la signature de l'accord de Belfast. Le terme de trouble est un euphémisme pour décrire la terreur semée par les campagnes armées de groupes paramilitaires républicains, notamment l'IRA provisoire, en Irlande du Nord et en Angleterre, et les attentats commis par les factions loyalistes. Donc les loyalistes, ce sont les factions les plus radicales de la mouvance unioniste, des gens qui sont même prêts à prendre les armes contre les gouvernements de Londres, si toutefois ils s'estimaient un jour trahis par ces gouvernements anglais. Et donc ces factions loyalistes, comme la UVF ou UGA, ont commis des attentats au nord et en quelques occasions au sud de la frontière irlandaise. Ces 3 décennies de troubles ont également été marquées par le nettoyage sectaire de certaines zones rurales frontalières et de quartiers entiers des villes d'Irlande du Nord, un chapelet d'exécutions sommaires et de disparitions dont certaines restent à élucider, des actes de violence perpétrés par les forces de sécurité britanniques sur la population civile et sur les prisonniers politiques, ainsi qu'un effondrement des relations de voisinage entre communautés et l'enracinement d'une profonde méfiance au sein de la population de sensibilité nationaliste et majoritairement catholique à l'égard des agents et des institutions de l'État britannique. Tout ceci étant rappelé, on comprend bien à quel point la signature de l'accord du Vendredi Saint à Belfast, le 10 avril 1998, a représenté un tournant décisif dans l'histoire irlandaise. Cet accord de paix a fait l'objet d'un traité international entre l'Irlande et le Royaume-Uni, traité, je le signale au passage, qui dans l'ordre juridique international est supérieur hiérarchiquement à ce qui a été construit sur la base du référendum du Brexit. Et donc cet accord de paix, il a été confirmé par 2 référendums organisés le même jour, c'est-à-dire le 22 mai 1998, dans le Nord et en République d'Irlande. Fait très important, ce référendum a entériné la fin de l'irrédentisme officiel de la République d'Irlande, puisque les électeurs du Sud
ont accepté d'amender la revendication territoriale sur les 6 comtés du Nord qui était inscrite aux articles 2 et 3 de la Constitution irlandaise pour la subordonner à une condition préalable de consentement démocratique librement exprimé dans les 2 juridictions de l'île. Jusqu'en 1998, premier article de la Constitution irlandaise, on affirme la co-officialité de l'anglais et du gaélique. Articles 2 et 3, l'État irlandais affirmait sa volonté de réunifier l'île d'Irlande et de réintégrer les 6 comtés du Nord. Ce principe de consentement est donc l'une des clés de voûte de l'accord de Belfast, qui reconnaît la volonté actuelle d'une majorité en Irlande du Nord de rester à l'intérieur du Royaume-Uni, mais qui affirme en même temps la légitimité de l'aspiration à la réunification de l'île d'Irlande, sous réserve du consentement librement et simultanément donné par une majorité d'électeurs au sud et au nord. Ceci est fondamental et peut même avoir quelques échos avec notre propre débat breton, moins tragique, il faut le dire quand même, sur la réunification, puisque ces dispositions du Good Friday Agreement font du principe démocratique le socle de toute réunification future. Le texte de l'accord confirme également le droit imprescriptible de toute personne née en Irlande à s'identifier et à être officiellement reconnue, soit comme irlandaise, soit comme britannique, ou bien les 2 à la fois. Et enfin, l'accord du Vendredi Saint a joué un rôle essentiel dans la mise en place des conditions d'un partage du pouvoir au sein d'un gouvernement nord-irlandais dévolu. C'est-à-dire qu'au Parlement de Stormont, au Parlement nord-irlandais, on doit nécessairement avoir une représentation politique partagée entre unionistes et nationalistes, ce qui, ces dernières années jusqu'au blocage actuel, s'est illustré par des accords, un partage du pouvoir entre le DUP de Ian Paisley et Sinn Féin, qui était représenté par la figure de Martin McGuinness, ancien officier de l'IRA. Donc ça, c'est le premier volet de l'accord, les dispositifs de partage du pouvoir. Et cet accord, il a aussi ouvert la voie à la création d'un entrelacement d'institutions organisant la coopération entre les 2 parties de l'île, pour son deuxième volet, donc coopération nord-sud, et coopération est-ouest, c'est-à-dire 3e volet, entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Et pour finir cette partie historique, il faut souligner le soutien très important qu'a apporté l'Union européenne à l'approfondissement de la paix et de la coopération en Irlande du Nord. L'effet n'a pas été immédiat, loin de là. De fait, l'adhésion de l'Irlande et du Royaume-Uni à ce qu'on appelait la CEE, à l'époque, les communautés européennes, en 1973, a coïncidé avec l'une des pires périodes d'affrontement dans le Nord. Cette adhésion, elle a eu lieu entre, d'une part, le Bloody Sunday, qui a traumatisé la ville de Derry, le 30 janvier 1972. Donc c'est un épisode qui a vu le massacre par un régiment de parachutistes de 13 civils, dont plus de la moitié avaient moins de 20 ans, et des civils qui participaient à une marche pour les droits civiques. Donc ça d'une part, et puis d'autres, et suite à quoi une foule en colère a incendié l'ambassade du Royaume-Uni à Dublin. C'est vraiment dans un moment extrêmement tendu. Et d'autre part, ces années ont aussi vu l'effondrement du premier gouvernement de coalition nord-irlandais établi par l'accord de Sunningale et qui a été mis en échec, et ça a été vraiment très traumatique, au printemps 1974 par une grande grève des ouvriers protestants, hostiles au partage du pouvoir avec leurs frères catholiques. Et il faut aussi se souvenir que les programmes à visée transfrontalière qui ont été financés sous les auspices de Bruxelles ont initialement été perçus par les principaux acteurs politiques nord-irlandais à travers le prisme de leurs idéologies respectives. Les nationalistes firent en général un accueil favorable à ces initiatives, qui leur semblaient aller dans le bon sens, dans le sens d'un effacement de la frontière entre les 2 Irlandes. À l'inverse, les unionistes se montrèrent d'abord très suspicieux des propositions d'assistance européenne. Lorsqu'au lendemain du cessez-le-feu d'août 1994, le président de la Commission européenne, Jacques Delors, prit l'initiative du premier programme de soutien à la paix et à la réconciliation,
destiné aux 6 comtés du Nord et aux 6 comtés frontaliers. On a aussi le Donegal qui est coincé dans le coin, si vous avez la carte d'Irlande en tête. Donc, et à ces 6 comtés frontaliers du Sud, ce paquet de l'or de 300 millions d'écus à l'époque, c'est pas encore l'euro, a été décrié par le leader unioniste Robert McCartney comme l'instrument d'une, je cite, réunification irlandaise par raconte, tandis qu'Ian Paisley piqua une colère contre ce qu'il décrivit comme le mauvais génie intégrateur du marché commun. Et dans ces discours de l'époque, que je vous invite à visionner, c'est très impressionnant, Paisley, qui était un vrai prédicateur comme au XVIe siècle, qui a fait d'ailleurs des tournées triomphales aux États-Unis dans ce qu'on appelle la Bible Belt, donc la ceinture évangéliste américaine. Dans ses discours d'alors, régulièrement, Paisley tempêtait contre les stratagèmes de ceux qu'il appelait les papistes, et le fait que le projet européen, le projet d'intégration européenne a été instauré par le traité de Rome n'a pas aidé de leur point de vue, et en décrivant donc cette intégration européenne comme une entreprise préfigurée dans les pages apocalyptiques de la Bible. On a le même Paisley qui, lors d'une visite du pape Jean-Paul II au Parlement européen, s'est levé, a hurlé à l'antéchrist. Enfin, ça a été une scène pas possible puisqu'un député italien s'est précipité sur lui, l'a assommé avec sa sacoche. Voilà, c'est des personnages très hauts en couleur. Mais néanmoins, au fil des années, les diverses obédiences politiques nord-irlandaises en sont venues à une commune appréciation du soutien offert par l'Union européenne à travers sa politique régionale et des programmes successifs, les programmes Peace, les voyant comme un levier de développement économique et de cohésion sociale. Et il faut aussi souligner le rôle joué par l'Union et sa Cour de justice dans l'avancement des protections dans des domaines cruciaux pour l'Irlande du Nord, je vous ai parlé des discriminations passées, de la législation du travail et de l'égalité des droits, autant d'avancées qui ont été renforcées par l'intégration parallèle de la Convention européenne des droits de l'homme dans le droit interne irlandais et nord-irlandais. Donc ça a beaucoup aidé les Irlandais au Sud aussi. Un personnage tel que Mary Robinson, qui a été présidente de l'Irlande, puis une des grandes figures de l'ONU, c'était dans sa vie professionnelle, ça a été une avocate qui s'est beaucoup battue, notamment pour les droits des femmes irlandaises, en s'appuyant sur ce corpus de droits de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, de façon tout aussi importante, le contexte européen, donc c'est moins tangible mais c'est important, ce contexte européen, il a permis à la coopération nord-sud en Irlande, mais aussi est-ouest, de s'épanouir en dehors du cadre étroit et historiquement très tendu des relations bilatérales entre Londres et Dublin, tandis que la maturation d'un sentiment d'appartenance européenne a facilité le dépassement, notamment pour la communauté catholique nord-irlandaise, du binarisme étouffant des années de conflit. Tout ceci pour dire qu'au tournant du XXIe siècle, les effets conjugués du processus de paix et du processus d'intégration européenne avaient conduit à un effacement progressif de la frontière entre le nord et le sud de l'Irlande. Et même plus, l'invisibilisation de cette frontière était un effet recherché, reflet d'un des principes socles du projet européen et de son emblématique optimisme, selon lequel le commerce et la libre circulation des personnes sont le meilleur antidote au conflit entre les peuples. Je vais maintenant passer à l'analyse des conséquences de la décision britannique de se retirer de l'Union européenne pour la fragile société post-conflit qu'est l'Irlande du Nord et pour l'Irlande dans son ensemble. Plus que dans n'importe quel autre pays européen, le référendum de juin 2016 a été perçu par les Irlandais comme un mauvais coup de théâtre, allant à rebours du sens de l'histoire. Alors il faut se souvenir que les Irlandais du Nord ont voté pour rester dans l'Union européenne à 56%. Un peu moins que les Écossais qui, eux, ont voté pour rester à 62%. Et ce qui est assez remarquable, c'est que de façon légèrement différente aux antagonismes habituels, l'un des partis unionistes, le UUP, donc historiquement dominant, aujourd'hui dépassé par le DUP qui est plus radical, le UUP a fait campagne avec les autres partis, avec les partis nationalistes, pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Donc seul le DUP a fait campagne pour le Leave. Et il l'a emporté dans certains fiefs nationalistes ou
loyalistes ou unionistes comme l'Est de Belfast. Belfast est une ville très, très ségrégée, ou dans le comté de Antrim et dans quelques autres endroits. Et donc ce que j'ai décrit en introduction comme le coup de tonnerre du Brexit, ça a vraiment été ça, cette déchirure dans un ciel irlandais qui était placé sous l'étoile de la coopération et de la réconciliation, cette déchirure n'est pas arrivée sans signe avant-coureur. Alors c'est facile d'observer de tels signes de manière rétrospective, mais moi, pour ce qui est de mon expérience personnelle en Irlande et de la position d'observation privilégiée qui a été la mienne au sein du cabinet du président de la République d'Irlande, Michael D. Higgins, on avait assisté dans cette période qui était vraiment une période globalement de réconciliation anglo-irlandaise, puisque le président Higgins a été par exemple le premier chef d'État irlandais à rendre une visite officielle à l'ancienne puissance coloniale, au Royaume-Uni. Non pas que les présidents irlandais n'avaient jamais posé le pied sur le sol britannique, mais c'était la première visite officielle en réponse à la première visite officielle de la reine quelques années plus tôt, alors que Mary McAleese était présidente de l'Irlande. On était dans ce contexte-là. On avait aussi pour la première fois organisé des célébrations conjointes de l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Donc ça, en Irlande, c'était un vrai tabou qui s'était levé, puisque jusqu'à cette date, 2014, jamais, officiellement, les Irlandais n'avaient célébré la mémoire de ceux dès lors qui étaient tombés sous le drapeau britannique. Donc le fait à la fois de célébrer et en plus de participer à des cérémonies conjointes en Belgique avec les Britanniques, c'était un signe assez extraordinaire d'une maturité identitaire irlandaise. Et ce qu'on a constaté du côté des Britanniques lors de ces commémorations, ce sont des discours qui étaient au contraire extrêmement fermés, des discours d'éloge à la grandeur impériale, des discours qui tenaient bon sur l'idée de la nation victorieuse, et des discours qui étaient complètement à contre-courant. C'est-à-dire que le roi des Belges avait invité absolument la moitié des chefs d'État du monde, seul Cameron et puis les membres de la famille royale qui représentaient le Royaume-Uni ont tenu ces discours extraordinairement, qui faisaient une forme de, sans aucun relativisme, ce qu'ils décrivaient comme un relativisme. Et donc aussi au moment des commémorations du Easter Rising, donc l'insurrection de Pâques 1916, dont on a célébré le centenaire en 2016, donc insurrection fondatrice aussi pour la fondation de la République d'Irlande, alors qu'un parcours de commémoration était prévu, et qui certaines étaient prévues en Irlande du Nord, il n'a pas été possible d'aller en Irlande du Nord du fait des manifestations de violence des unionistes. Donc on avait quand même tous ces signes d'une nostalgie impériale côté britannique, mais nonobstant ces signes annonciateurs, il n'en reste pas moins que le oui au référendum, le leave au référendum, a constitué un événement stupéfiant pour les Irlandais en particulier, parce que vous l'aurez compris au travers de tout ce que je viens d'évoquer, les conséquences du Brexit pour l'Irlande sont tout simplement d'une nature différente de celles qui affectent les autres pays et régions de l'Union européenne, quelle qu'ait été l'intensité de leurs relations commerciales ou autres, avec le Royaume-Uni. Alors je vais vous dire quelques mots sur l'impact économique du Brexit pour l'Irlande, mais d'abord il faut rappeler que le volume des échanges commerciaux entre le nord et le sud de l'Irlande est relativement faible en comparaison du commerce entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. De fait, l'Irlande du Nord exporte davantage de biens et de services vers le reste du Royaume-Uni que vers l'ensemble de l'Union européenne, République d'Irlande comprise. Il n'empêche que l'établissement de contrôles douaniers emporte des retombées qui sont très dommageables pour l'économie nord-irlandaise, qui est l'une des plus pauvres du Royaume-Uni. C'est-à-dire c'est une région du Royaume-Uni où il y a eu une désindustrialisation massive. Les chantiers navals de Belfast se sont effondrés, comme ailleurs en Europe. Il y a un secteur public surdimensionné, et puis il y a aussi tout ce que suscite un conflit comme celui qui a eu lieu pendant 30 ans. Et par ailleurs, il faut aussi savoir que la part des exportations irlandaises, là je parle des exportations du Sud,
vers le Royaume-Uni a considérablement diminué au fil des 4 dernières décennies, donc c'est l'effet de l'intégration européenne, passant de 50% en 1973, la moitié des exportations, à la date de l'adhésion des 2 États à la communauté économique européenne, à aujourd'hui 17%. Donc on n'est plus du tout dans la même situation. Mais l'Irlande n'en demeure pas moins très dépendante du voisin britannique en matière commerciale. Plusieurs secteurs clés de l'économie irlandaise sont particulièrement exposés, à commencer par le secteur agroalimentaire, dont 40% des produits sont exportés vers le Royaume-Uni et dont 47% des importations sont d'origine britannique. Les difficultés sont également de taille pour le tissu des petites et moyennes entreprises irlandaises, qui sont essentielles à l'emploi, notamment en milieu rural, et qui sont mal armées pour opérer sur de nouveaux marchés, moins proches du point de vue géographique, linguistique et culturel que celui de la grande île voisine. Et donc le choix qu'ont fait les Britanniques d'un Brexit dur, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce débat, c'est-à-dire le choix non seulement de se retirer d'une juridiction de la Cour, le retrait du marché intérieur, mais aussi le retrait de l'union douanière, ce choix il est extrêmement lourd de conséquences pour les échanges commerciaux entre les 2 îles. Et dans le scénario actuel de l'OMC, le volume global des exportations irlandaises pourrait subir une baisse de 7,7% à l'horizon 2030 par rapport à ce qu'il aurait été sans le Brexit. Mais les conséquences les plus graves du Brexit pour l'Irlande se situent ailleurs, vous le devinez. Elles ne sont pas chiffrables en PIB ou en part de marché, puisque la paix, la cohésion sociale, le bon fonctionnement des institutions démocratiques et la stabilité politique sont des biens communs incommensurables avec lesquels les apprentis sorciers du Parti conservateur britannique ont pris des risques impardonnables. Sous la pression des négociateurs européens, qui eux, il faut le souligner, se sont montrés d'une constance et d'une fermeté qu'il faut saluer aussi vis-à-vis des Irlandais, et malgré les multiples coups fourrés tentés par le Premier ministre de l'époque, Boris Johnson, un accord a finalement été trouvé sous la forme de ce qu'on appelle communément le protocole sur l'Irlande du Nord. Ce protocole est entré en vigueur au 1er janvier 2021 et il résout un certain nombre de difficultés touchant à la protection du processus de paix. Sur les questions de citoyenneté et de financement des programmes de paix, tout d'abord, le Royaume-Uni et les 27 se sont entendus pour réaffirmer explicitement le droit de toute personne née en Irlande du Nord à s'identifier comme irlandaise, britannique ou les deux, ce que je disais tout à l'heure, à être traitée sur une base d'égalité. Et ça, c'est intéressant. L'accord dit indépendamment de la situation constitutionnelle de l'Irlande du Nord, c'est-à-dire quelle que soit la puissance souveraine de référence, soit le Royaume-Uni, comme au jour d'aujourd'hui, ou bien, peut-être, à l'avenir, la République d'Irlande. La reconnaissance de cet état de fait insolite, en vertu duquel un territoire qui n'appartient plus à l'Union européenne continue néanmoins de renfermer une part importante de citoyens européens, était une demande clé du gouvernement de Dublin, qui a été reprise par la Task Force de l'Union européenne, emmenée, vous vous en souviendrez, par par Michel Barnier. Londres a par ailleurs répondu à une autre demande de Dublin et de Bruxelles en promettant de continuer son engagement financier, je n'entre pas dans les détails, sur les programmes de développement régional et les programmes Peace après 2020. Pour ce qui concerne le champ proliférant de la coopération nord-sud, des solutions ont également été trouvées, même si cela n'a pas été facile. En effet, un de mes amis disait qu'il est compliqué, l'image est éloquente, qu'il est compliqué de séparer l'œuf britannique de l'omelette européenne. Donc c'est exactement ça. Et bien, il a été encore plus difficile de séparer l'œuf irlandais de l'œuf britannique à l'intérieur de tout ça. Et le problème était d'autant plus complexe que la plupart de ces domaines d'action commune ont été développés selon les orientations définies par l'accord de paix de Belfast, mais aussi dans le cadre du droit européen et des politiques structurelles de l'Union européenne.
Cet enjeu recouvre non seulement les 12 secteurs répertoriés dans le Good Friday Agreement, donc des secteurs de coopération qui vont de l'éducation jusqu'à la gestion des phares et des estuaires. C'est vraiment assez vaste. Mais il y a aussi de nombreuses autres sphères de coopération qui ont été développées en parallèle de la lettre de l'accord de Belfast et qui s'élèvent à près de 142 chapitres différents qui sont dépendants du cadre européen, dans les secteurs de l'agriculture, de l'environnement, des transports, de la sécurité, de la police, de l'énergie. Ça a été un point extrêmement compliqué que ce qu'on appelle le marché unique de l'énergie, le Single Electricity Market, le SEM, puisque ce SEM irlandais, qui est une autre matérialisation assez cruciale, enfin vitale en fait, de la coopération nord-sud, ce SEM il est relié à l'île voisine, à la grande île voisine, par 2 interconnecteurs seulement, et la production d'électricité irlandaise est très largement dépendante de l'acheminement de gaz naturel en provenance de la Grande-Bretagne. Ça nous rappelle d'autres contextes géopolitiques, mais c'est stratégique. Et la question fondamentale, donc là j'y viens, qui a été tranchée et qui est inscrite dans le protocole sur l'Irlande du Nord, c'est la question de où faire passer la frontière. C'est-à-dire que, voilà, et je vais vous présenter les 2 scénarios qui étaient sur la table et vous dire, si vous ne le savez pas déjà, lequel a été retenu. Mais d'abord, juste une précision, quand on parle de frontières et de contrôle, le point crucial, ce n'est pas le contrôle de la circulation des voyageurs entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Parce qu'en fait, là-dessus, c'est souvent, enfin, les autres Européens ne le savent pas, mais en réalité, le Royaume-Uni et l'Irlande partagent une zone de voyage commune, Common Travel Area, depuis les années 20. C'est-à-dire que quand l'Irlande a décidé de sortir du Commonwealth, les Britanniques leur ont proposé de mettre en place un dispositif d'accord réciproque, de pratiques administratives aussi réciproques, permettant que leurs citoyens réciproques bénéficient de droits lorsqu'ils vivent les uns chez les autres et puis puissent voyager librement entre les 2 îles. Donc ça reste. C'est pas affecté par le Brexit. Le point crucial, donc, des contrôles dont on parle, ce sont les contrôles de marchandises, c'est-à-dire les contrôles douaniers, pour vérifier que les droits de douane adéquats s'appliquent aux marchandises qui traversent la frontière et pour surveiller l'origine, l'étiquetage, la comptabilité de ces marchandises avec les normes réglementaires européennes. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais pendant tout un temps, Boris Johnson parlait de frontières sans friction, et ça n'existe pas. C'est-à-dire que les frontières commerciales, et surtout quand on a un système de précaution aussi sourcilleux que celui de l'Union européenne, ce n'est pas simplement une question de mesures tarifaires pour protéger les marchés locaux, c'est aussi une question de mesures non tarifaires, c'est-à-dire de réglementation phytosanitaire, etc., pour protéger les consommateurs européens. Donc ça peut pas se faire sans friction. Il faut contrôler les marchandises, ouvrir les paquets, etc. Même s'il y a une certaine dose de contrôle électronique et de pré-enregistrement. Donc le premier scénario qui était sur la table, c'était celui de faire passer la frontière externe entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur l'île d'Irlande. Donc c'est ce qu'on appelle le scénario de la frontière terrestre. Sachant que cette frontière terrestre, c'est une longue ligne sinueuse de 500 km qui coupe en leur sein les routes, les autoroutes, les chemins de campagne, les villes, les exploitations agricoles. Donc déjà, il y avait une première question sur la capacité des Britanniques, qui avaient du mal, même pendant les troubles, à sécuriser cette frontière, à mettre en place les dispositifs de sécurisation appropriés dans des confins où, je le rappelle quand même, la contrebande d'alcool, d'essence, de tabac, mais aussi de bétail sur pied, ressort d'une tradition longue, bien éprouvée et assez haute en couleur, puisque la célébration des détournements des subventions du marché commun, grâce au va-et-vient d'animaux à travers la frontière, c'est un peu comme la Corse,
a même trouvé sa place dans le répertoire de la chanson populaire irlandaise. Du point de vue économique, ensuite, ce choix de la frontière terrestre aurait perturbé très sérieusement non seulement les transactions transfrontalières locales, mais aussi des chaînes de coproduction qui sont extrêmement complexes et qui s'étendent à toute l'Irlande et même bien au-delà. Et pour illustrer ça, par exemple, avec le secteur agroalimentaire, qu'on décrit souvent comme l'épine dorsale de l'économie nord-irlandaise, la part des produits agricoles dans les exportations de la région s'élève à 35%, ce qui est exorbitant, contre 10% seulement pour le reste du Royaume-Uni. Et donc, pour ce secteur, pour ce qui concerne ce secteur agroalimentaire, le commerce nord-sud des produits agroalimentaires engage des chaînes d'approvisionnement qui sont extrêmement intégrées et qui ont un niveau important de coproduction. Par exemple, 75% des équipements de transformation laitière au nord de la frontière sont conjointement ou même entièrement détenus par les grosses coopératives irlandaises, tandis que d'énormes quantités de lait traversent la frontière chaque jour pour être transformées dans les usines du Sud. Donc ça, c'est des montants, ça s'élève à 800 millions de litres. C'était les chiffres pour l'année du Brexit en 2016. Une fois transformés, que ce soit en beurre ou en poudre de lait ou autre, ces produits peuvent repartir vers le nord pour être emballés avant de repasser encore une fois la frontière à destination du port de Dublin pour être expédiés par-delà la mer d'Irlande. Le port de Dublin étant quand même l'un des principaux hubs commerciaux de l'île. Donc on comprend bien comment ces chaînes agroalimentaires sont extrêmement vulnérables, auraient été extrêmement vulnérables à l'imposition de barrières tant tarifaires que non tarifaires, telles que les certifications vétérinaires, les contrôles phytosanitaires, etc. Mais ce n'est pas au nom de la rationalité commerciale que Bruxelles a écarté, donc voilà, c'est dit, c'est pas ce scénario qui a été retenu, que Bruxelles a écarté ce scénario de la frontière terrestre au profit de l'autre scénario sur la table, c'est-à-dire l'établissement de la frontière entre l'Est et l'Ouest. C'est-à-dire que cette frontière, elle passe aujourd'hui entre les deux îles. Elle passe dans la mer d'Irlande. C'est-à-dire que les contrôles se font de part et d'autre, soit dans les ports britanniques, soit dans les ports irlandais. Ce n'est pas au nom, en tout cas, de cette rationalité commerciale que ce choix a été fait, mais bien au nom des circonstances particulières de l'île d'Irlande. Et là, je le redis, la solidarité européenne a été exceptionnelle, et aussi la créativité dont ont fait preuve les négociateurs irlandais et européens. Et donc on a reconnu que l'Irlande du Nord est la région du Royaume-Uni pour laquelle la conservation de relations étroites avec l'Union européenne était vitale. Vitale pour l'avenir du processus de paix, vitale pour la préservation de la coopération Nord-Sud et vitale pour la vie quotidienne des populations de ces régions frontalières. Et donc, quand je parle de créativité, donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'Irlande du Nord, nation constitutive du Royaume-Uni, continue d'avoir accès au marché commun européen, au marché intérieur. Non seulement ça, mais en plus, elle a été maintenue au sein de l'union douanière. Donc c'est là qu'on, enfin voilà, c'est quand même tout à fait extraordinaire. Et donc on peut se dire que le choix de cette frontière Est-Ouest, c'est peut-être un premier pas, ou en tout cas c'est un choix qui semble plutôt propice, pour en revenir à la question d'en-tête, qui est quid des perspectives de la réunification irlandaise. C'est un choix qui semble plutôt propice à une dynamique politique qui est favorable à moyen ou long terme à une réunification de l'Irlande. Alors, j'en viens à la dernière partie qui est donc celle des perspectives de cette réunification, et on pourra en échanger. Mais tout d'abord, je voudrais mentionner une réalité structurelle qui est sans lien avec l'événement du Brexit,
qui est que l'Irlande du Nord a connu ces 10 dernières années un renversement démographique. Enfin, vous en avez peut-être entendu parler. C'est-à-dire que le dernier recensement qui a été conduit en 2021, mais dont les résultats ont été publiés assez récemment, en septembre 2022, montre que ce petit État qui avait été conçu, découpé dans les années 1920 pour garantir une majorité protestante, eh bien, dans ce petit État, la majorité de la population est désormais catholique. Et de peu, certes, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, selon ce recensement, 45,7% de catholiques en Irlande, enfin 45,70% de catholiques en Irlande du Nord, contre 43,8% de protestants. Mais ça traduit quand même une courbe d'expansion dynamique par rapport aux chiffres du recensement précédent, en 2011, où on avait 45% de catholiques et 48% de protestants. Donc la dynamique démographique, elle est vraiment du côté de ces communautés de tradition catholique. Et je suis désolée de qualifier les gens comme ça, mais c'est ainsi que, voilà, c'est ainsi que les habitants de l'Irlande du Nord s'identifient eux-mêmes, pour la majorité d'entre eux. Ensuite, je vous rappelle la deuxième chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est ce fameux 56% nord-irlandais pour rester au sein du Royaume-Uni. Ça, c'est un fait politique qui signifie que l'Irlande du Nord se trouve aujourd'hui prise dans une trajectoire de sortie de l'Union européenne contre la volonté majoritaire de ses citoyens, à rebours de la position officielle du gouvernement irlandais, et donc en contradiction avec le principe que j'évoquais tout à l'heure de consentement qui est si essentiel à l'accord du Vendredi Saint. Donc on peut se dire qu'il y a une nouvelle dynamique qui a été lancée par le Brexit, mais évidemment, ce serait dire ça serait aller un peu vite en besogne au regard de l'intensité des antagonismes de la scène politique nord-irlandaise. Et si on accepte une lettre commune qui a été envoyée le 10 août 2016 à Theresa May, vous vous souvenez d'elle, par la première ministre d'Irlande du Nord, à l'époque première ministre du DUP, Arlene Foster, avec le vice-premier ministre, à l'époque c'était Martin McGuinness. Donc il y a eu cette lettre commune au lendemain du référendum. À part ça, le Brexit a surtout eu pour effet de rouvrir un gouffre entre ces deux partis. Ces deux partis dont l'antinomie s'était quand même un peu émoussée à l'exercice d'une décennie de partage du pouvoir. C'est-à-dire on a vu des images complètement extraordinaires de complicité et de rire commun entre Ian Paisley et Martin McGuinness. Personne n'aurait jamais imaginé ça. Mais il faut dire aussi que Sinn Féin, au lendemain du référendum, a tout de suite établi un lien entre le Brexit et la nécessité d'organiser un référendum sur la réunification de l'île. Et ça a immédiatement, évidemment, rallumé le feu des antagonismes côté unioniste. Alors je le dis au passage, mais le Martin McGuinness est mort peu de temps après le référendum, en mars 2017, des suites d'une maladie foudroyante. Et je ne sais pas si vous avez vu les images de ces funérailles auxquelles avaient assisté les leaders politiques et religieux de toute obédience, mais aussi beaucoup de vétérans du processus de paix nord-irlandais, dont Tony Blair, Bill Clinton. Enfin, en fait, ces images-là, elles peuvent être vues comme symbolisant la fin d'un chapitre de l'époque, de l'histoire nord-irlandaise. Et on voit bien que le Brexit a ouvert une nouvelle page de cette histoire, et une page, et ça c'est paradoxal mais on va en parler, une page en fait qui pourrait bien voir le Sinn Féin prendre le premier rôle. Alors peut-être avez-vous suivi l'actualité politique irlandaise, mais le Sinn Féin a connu trois victoires politiques historiques dans les dernières années. Donc aux élections locales, ils sont arrivés premiers aux élections locales de mai dernier en Irlande du Nord. Donc Sinn Féin, c'est un parti qui est présent dans toute l'île, hein. Donc des nord et sud.
Donc ils sont arrivés premiers aux élections locales de mai 2023, donc il y a quelques semaines, et de façon encore plus significative, un an auparavant, pour la première fois, le Sinn Féin, en mai 2022, avait raflé la majorité des sièges au Parlement de Stormont, le Parlement dévolu. Et donc ça aurait dû conduire le leader, la chef de file du Sinn Féin, Michelle O'Neill, à devenir Première ministre. Mais il se trouve que depuis 2016, du fait d'une politique d'obstruction des unionistes de DUP, le Parlement de Stormont n'a pas siégé du tout et il n'y a pas de gouvernement irlandais qui fonctionne. Et donc c'est pas tout. La troisième victoire, c'est que le Sinn Féin est également arrivé premier, pour la première fois de son histoire, aux dernières élections, ce qu'on appelle les General Elections, aux dernières élections générales, c'est un peu comme les élections législatives, de février 2020, en République d'Irlande. Ce qui est également complètement inédit, mais ils ne sont, c'est un parti qui reste très sulfureux aux yeux des autres partis, et donc il n'y a pas eu l'accord de coalition nécessaire pour les voir arriver au gouvernement, mais on entend de plus en plus parler de possibles coalitions de gouvernement qui verraient le Sinn Féin possiblement demain arriver au gouvernement en République d'Irlande. On a aussi un sondage récent, donc le dernier sondage sur la façon dont les habitants d'Irlande du Nord imaginent leur avenir, et pour la première fois aussi, ça c'est un sondage qui a quelques mois, une majorité d'Irlandais du Nord imagine un avenir pas trop lointain de réunification. Donc ça c'est tout à fait nouveau aussi, et il semble que la population qui a basculé, c'est la population pour qui les questions identitaires, confessionnelles ne sont pas très importantes et qui voit avant tout toutes les difficultés du quotidien, difficultés économiques amenées par le Brexit. Et notamment le monde économique nord-irlandais est assez pragmatique et donc pense qu'il vaudrait mieux peut-être demain être une région de la République d'Irlande. Alors, ceci étant dit, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que du côté de l'opinion publique en République d'Irlande, autant la question de la frontière, de la partition, de la réunification était un enjeu central jusque dans les années 90, autant on a un peu changé de grammaire politique en Irlande aujourd'hui. L'Irlande aujourd'hui, elle se pense d'abord comme un petit pays qui s'est très très bien inséré dans la globalisation économique et financière. La rationalité politique a complètement changé, et puis la crise financière qui a été terrible en Irlande n'a rien arrangé. C'est-à-dire qu'on pense quand même beaucoup en termes coût-bénéfice, et donc le romantisme de la réunification est vraiment passé au second plan, en tout cas dans l'establishment, dans les cercles de l'establishment irlandais, et puis même, même dans la population. Un référendum sur la réunification, ça demanderait une campagne de conviction extrêmement vigoureuse de la part du Sinn Féin. Mais nonobstant ces incertitudes sur l'opinion nord-irlandaise, le vrai blocage, et le blocage dont on ne voit pas à ce stade comment il pourra être surmonté, il vient bien entendu des franges les plus radicales de l'unionisme et du parti qui le représente, le fameux DUP. Donc j'ai évoqué le blocage des mécanismes de partage du pouvoir par le DUP. Et puis on a des déclarations récentes d'un de leurs leaders qui est le fils d'Ian Paisley, qui s'appelle aussi Ian Paisley, qui dit qu'il se passera un âge de glace, charmante image, avant qu'un gouvernement nord-irlandais dirigé par un Premier ministre du Sinn Féin puisse voir le jour. Et donc, en fait, le DUP rejette le nouveau cadre juridique qui est proposé par Londres et par Bruxelles, qu'on appelle le cadre de Windsor, et qui améliore certaines dispositions du protocole nord-irlandais,
qui était assez compliqué sur le plan de la TVA, d'un certain nombre de domaines, et qui, donc aujourd'hui, on a un nouvel accord sur la table qui a été adopté en mars 2023, mais par les Européens, par les Britanniques, mais que le DUP continue de rejeter. Et c'est un nouveau dispositif qui permet d'organiser les transactions commerciales en deux, je ne sais pas comment on dit ça en français, lanes. Disons, il y a deux files différentes. On a une file verte pour les marchandises qui vont du Royaume-Uni, enfin de Grande-Bretagne en Irlande du Nord pour y rester, et puis une file rouge avec des contrôles plus pondéreux pour les marchandises qui vont de Grande-Bretagne au sud de l'Irlande. Voilà, donc c'est censé fluidifier les transactions et ça résout, enfin ce cadre de Windsor résout pas mal de choses, y compris deux questions emblématiques qui ont beaucoup fait rire les Irlandais, à savoir la possibilité pour les Anglais de voyager, enfin pour les Britanniques, pardon, de voyager avec leurs pets, avec leurs animaux de compagnie. Et puis il y a eu une focalisation sur l'export des saucisses anglaises. Donc, ça a beaucoup fait rire les Irlandais sur disons l'affaissement de la grandeur impériale. Les pets, c'est les saucisses. Voilà. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la dimension psychologique et identitaire du blocage unioniste est un facteur vraiment très important et que, aussi rationnelles que soient les solutions proposées par le cadre de Windsor, c'est pas la question pour les unionistes. Vous vous rendez compte quand même que la succession d'événements qui a eu lieu ces 2 dernières années a tout du cauchemar pour les franges les plus radicales de l'unionisme. En fait, eux, ils voient leur monde s'effondrer. Donc il y a le recensement de 2022. Ils ont aussi cette idée que la dynamique démographique des catholiques, c'est exprès, que ces gens se reproduisent comme des lapins. Et donc on voit dans certaines rues de Belfast-Est qui sont très loyalistes, on voit des gens arborer des drapeaux israéliens en reprenant à leur compte un espèce d'imaginaire en fait, du peuple élu assiégé. Enfin, il y a vraiment des parallèles, alors que du côté républicain, évidemment, on voit beaucoup de fresques de fraternité avec la lutte palestinienne. Donc il y a cette question démographique. Les victoires du Sinn Féin, pour eux, c'est vraiment, de part et d'autre de la frontière, ça suscite un sentiment d'encerclement, auquel se surimpose aussi un sentiment de trahison, du fait que Londres ait cru bon d'adopter d'abord ce protocole nord-irlandais, puis le cadre de Windsor. Et j'ai expliqué comment les 2 décennies passées avaient vu une transformation matérielle et symbolique de la frontière terrestre irlandaise. C'est-à-dire que d'une zone de démarcation culturelle, un tampon sécuritaire, aujourd'hui elle est devenue une ligne invisible, et avec d'autant plus de facilité qu'il n'y a pas de barrière naturelle, grand fleuve ou montagne entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Mais l'importance de cette transformation ne doit vraiment pas être sous-estimée du point de vue de la psychologie collective des unionistes, parce que dans la poche d'évangélisme presbytérien, et ça reste très, très fort, qu'est l'Irlande du Nord, la frontière et les régions frontalières ont longtemps été perçues comme un instrument de défense culturelle, protégeant le Nord contre les desseins de l'État du Sud, qui était imaginé par beaucoup d'unionistes comme un pays hostile, avec une constitution qui revendiquait leurs terres, des partis politiques qui étaient enclins à exhiber leurs ailes nationalistes, et un territoire qui offrait un havre relatif pour l'IRA. Donc les choses ont évolué avec le processus de paix, mais les constructions identitaires, les passions, les rites qui leur sont associés, vous avez peut-être vu des images des marches orangistes qui célèbrent cette tradition, mais tout ça, passion, affect identitaire, et ben, ça n'est pas facilement soluble dans des arrangements raisonnables qui seraient conclus au nom de l'intérêt général. Et puis il faut dire, pour
finir que le Brexit lui-même est une très bonne illustration du rôle que les passions négatives, l'idée de la restauration d'une grandeur passée, le sentiment d'humiliation, le rôle que ces passions peuvent jouer dans les processus politiques. Donc pour conclure, je me contenterai de faire 3 observations. La première sur cette question des passions et des intérêts, parce que vraiment ce qui est incroyable, extraordinaire, c'est que le Brexit est allé à l'encontre du vieil adage de la politique étrangère britannique, que répètent souvent les diplomates du Royaume-Uni, et qui a été formulé par Henry Palmerston en 1848, et qui a dit « Nous n'avons pas d'alliés éternels, nous n'avons pas d'ennemis perpétuels, seuls nos intérêts sont éternels et perpétuels. » Et donc, la confiance dans cette capacité singulière des Anglais à toujours poursuivre, en définitive, leurs intérêts, plutôt que de vagues idéaux, est précisément ce qui a conduit beaucoup d'entre nous et nombre de commentateurs à se convaincre jusqu'au jour du référendum que la raison finirait par l'emporter et que le Brexit n'aurait pas lieu. Et le Brexit démontre au contraire que peu de nations possèdent un tel sens de leur exceptionnalité qu'elles peuvent s'autoriser à compromettre leurs intérêts de la façon dont les Britanniques semblent s'y attacher depuis 7 ans. Alors sur cette question des passions et des intérêts, moi mon avis personnel, c'est que dans la dynamique peut-être demain dans le débat sur la réunification de l'Irlande, il y a une responsabilité particulière du Sinn Féin qui a une histoire compliquée. Comme tous les partis qui émergent après un conflit armé, on ne peut pas leur jeter la pierre. C'est vrai que les liens avec les groupes paramilitaires qui ont décommissionné, rendu les armes, tout ça fait qu'on a des personnages qui sont parfois des personnages avec des parts d'ombre, donc qui peuvent faire peur. Et c'est un parti qui, néanmoins, a une responsabilité justement pour porter ces sujets-là d'une façon qui n'attise pas les passions négatives, parce qu'on sait bien que l'abrasement nationaliste, ça peut prendre très, très vite. Mais c'est un parti, il faut le dire aussi, qui est très très en prise avec les phénomènes sociaux contemporains en Irlande, et notamment en pointe sur les questions d'accès au logement, de lutte contre la crise du logement, qui est l'un des problèmes aujourd'hui en Irlande, et notamment au sud. La deuxième observation, c'est qu'on peut voir cette espèce de retour de la question irlandaise comme une forme de retour du refoulé. Donc en pensant à la citation de Churchill sur le Nord qui réémerge après la fin de la Première Guerre mondiale, là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que la question irlandaise, qui avait empoisonné les débats parlementaires britanniques au tournant du XXe siècle, finalement elle avait été un peu dissoute dans cette intégration européenne qui avait détendu les tensions, et puis là elle remonte à la surface avec ce reflux, cette sortie du cadre européen. Et enfin, je voudrais souligner quand même un énorme paradoxe, qui est que les Brexiteers, les partisans du Brexit, ont conduit leur campagne tambour battant au nom d'une restauration de la grandeur et de la robustesse de l'union entre ces 4 nations, et que le résultat, au final, pourrait bien être d'en avoir accentué les fractures et les fissures. Alors il y a une illustration criante de cela en 2017, je ne sais pas si vous en souvenez, lorsque la première ministre écossaise de l'époque, Nicola Sturgeon, le premier ministre gallois, Jones, et le maire de Londres, pardon, ça aurait été bien, donc Sadiq Khan, ont uni leur voix pour demander de concert le même traitement particulier que l'Irlande du Nord, ce qui a fait surgir le spectre finalement d'un Brexit réduit à l'Angleterre et à la Cornouaille. Et donc on a aussi, vous le savez, et on pourra peut-être, on
n'aura pas le temps, mais il y a aussi ce débat en cours en Écosse sur un nouveau référendum sur l'indépendance. Et donc je conclurai par une dernière phrase qui est qu'une ruse de l'histoire peut en cacher une autre.